Cher Yvan, merci pour tes mots, ils me touchent. Mesdames et messieurs, bienvenue. Permettez-moi de compléter brièvement le tableau dressé par notre président. Plusieurs fronts inattendus se sont ouverts ces derniers mois. Tout d'abord, celui de l'approvisionnement en énergie et en matières premières. Pas un jour sans que l'on parle des coupures d'électricité de cet hiver. Nous savons depuis longtemps que nous n'avons pas de matières premières, mais de la matière grise, un peu en tout cas, dans ce pays. Et en tout cas, pas assez d'énergie pour couvrir l'ensemble de nos besoins. Nous prenons cependant conscience, pour la première fois depuis les années 70, de la fragilité de notre approvisionnement. Quelle sera l'ampleur du problème? Personne ne le sait vraiment. On peut et on doit se préparer à y parer. Et il semble que cela prenne du temps. La Suisse réagit bien quand l'urgence est à sa porte, le Covid l'a montré. Quand elle a du temps, c'est plus compliqué. Le danger d'une récession économique générale semble écarté, même si les prévisions ont dû être revues à très nombreuses reprises ces dernières semaines. Mais la situation demeure inquiétante. 10 à 20% de moins d'électricité cet hiver pour nos entreprises leur créera des problèmes considérables. Et au quotidien, bien des habitudes de travail risquent de devoir être revues. Verra-t-on encore un accroissement des échanges virtuels qui consomment beaucoup d'énergie? Vous le savez sans doute, Internet, c'est la troisième source d'émissions de CO2 dans le monde. La transformation du monde du travail, accélérée en raison du Covid, va-t-elle se poursuivre? Si l'on manque d'électricité, elle risque de prendre un tournant nouveau. Et il faudra, par exemple, on y réfléchit déjà, adapter les horaires à la disponibilité de l'énergie. Plus largement, la rareté de la ressource et l'augmentation de son prix lancent un nouveau débat politique. On l'a vu avec l'appel conjugué d'Économie Suisse, de l'USAM et de la gauche pour la mise sur pied immédiate d'un plan de gestion de l'électricité. Nous appuyons cette demande, nous aussi. La pénurie va générer des tensions et va conduire à des arbitrages. Lorsqu'il faudra envisager des coupures, les priorités devront être établies en tenant compte aussi des besoins de l'économie. La crise énergétique met une fois de plus en avant l'interdépendance des pays européens, dont la Suisse, et la nécessité de faire face en commun aux crises. L'un des moyens de sécuriser notre approvisionnement en énergie est de signer un accord sur l'électricité avec l'Union européenne. Encore faut-il que l'on sache ce que l'on veut faire de nos relations avec l'Union. L'abandon unilatéral par la Suisse de l'accord cadre les a affaiblis. On ne sait pas vraiment où en sont les tentatives pour renouer le dialogue. C'est le silence radio depuis Berne et c'est vraiment très inquiétant. Nous continuons à demander à ce qu'une solution soit proposée au plus vite, qui garantisse un cadre stable et évolutif. C'est par ce biais que l'on peut espérer débloquer le dossier énergétique, celui sur la recherche qui est fondamental pour notre pays, celui sur les obstacles techniques, celui sur les services financiers, pour ne citer que quelques exemples. Il faudrait que l'Union syndicale suisse, dont certains représentants sont dans la salle et que je salue, qui est inflexible sur le dossier des mesures d'accompagnement, en dépit de son credo européen, fasse preuve d'ouverture. Il en va de même pour les revendications salariales. C'est mon troisième point. Le conflit en Ukraine et la raréfaction des matières premières ont conduit au retour
de l'inflation. C'est un fait, et il n'est pas réjouissant. L'inflation suisse, me direz-vous, est modérée en comparaison internationale. Mais c'est en raison de la force du franc suisse qui elle-même pose des problèmes à nos entreprises, en particulier à l'exportation. L'inflation et la hausse des primes d'assurance maladie ont conduit les syndicats à demander des augmentations généralisées de salaire de 3 à 5 %. On peut avoir de la compréhension pour la perte de pouvoir d'achat des salariés. La porte du patronat n'a jamais été fermée à cet égard. Mais il faut aussi comprendre l'état dans lequel se trouvent les entreprises. Elles font face, après le Covid, à de grandes incertitudes. Et pour adapter les salaires, notre pays a un mécanisme de négociation des conventions collectives de travail qui a fait ses preuves. Il couvre largement la population active et sert au fond d'indicateur à l'ensemble de l'économie. J'en veux pour preuve le fait que les salaires réels ont augmenté ces dernières années. Généralement, on ne parle que des années où ils n'augmentent pas, mais quand ils augmentent, on n'en parle jamais. L'écart salarial entre les hauts et bas salaires est resté stable entre 2008 et 2020. Je m'appuie là sur l'étude officielle de la Confédération et pas celle récente de l'Union syndicale suisse qui a ciblé exclusivement de grandes entreprises. Je parle ici de toutes les entreprises. Les salaires et le pouvoir d'achat sont en Suisse parmi les plus élevés du monde. La bonne conjoncture, malgré les incertitudes qui entourent l'avenir, tente en revanche le marché du travail. Vous le savez, la main-d'œuvre se fait rare. Et si l'on veut s'attacher ou conserver ses services, il faut, entre autres, la rémunérer correctement. Il y aura donc, mesdames et messieurs, des augmentations de salaire. Mais elles doivent être négociées entre les entreprises et leur personnel en fonction de leur situation, pas avec les seuils annoncés publiquement par les syndicats. Permettez-moi de terminer mon propos sur une touche personnelle. Ça, je crois que vous l'aurez compris, c'est la dernière rentrée des entreprises à laquelle je prends part en tant que directeur général de l'affaire Genève. Et vous pouvez imaginer que ce soir, je m'adresse à vous avec émotion. Cette manifestation, j'y tenais absolument en 2007 lorsque j'ai pris mes fonctions. Son objectif était de resserrer les liens entre nous, de partager diverses réflexions sur la vie des entreprises, puis de permettre des échanges, on appelle ça le réseautage, entre nos membres. Et je dois vous le dire, nous avions des doutes sur son succès lors de son lancement. Mais elle n'aura cessé de prendre du volume. Nous avons dû changer de lieu à plusieurs reprises pour pouvoir vous accueillir. Et ce soir encore, vous êtes très nombreux alors que plane toujours le spectre du Covid. Merci pour votre présence et pour votre enthousiasme qui montre que nous avons répondu à vos attentes. Merci aussi à nos comités directeurs pour leur soutien, à nos équipes pour avoir mis sur pied, revu et adapté la formule année après année. Les drones du 90e anniversaire à l'intérieur de cette halle, comme le robot guitariste du professeur Auberson, sont encore dans nos têtes. Ma gratitude va également à nos autorités qui nous ont honorés de leur présence depuis le début de la manifestation, quelles que puissent être nos divergences. Bon vent pour la suite à Philippe Fleury, directeur général nommé, qui prendra ses fonctions le 1er juin 2023. Bon vent à l'affaire Genève, à ses collaboratrices, à ses collaborateurs, à qui j'exprime toute ma reconnaissance. J'aurai l'occasion de le faire à nouveau. Et puis merci à vous toutes et à vous tous pour votre confiance et les liens très nombreux et souvent très amicaux que nous avons tissés. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine Assemblée générale
qui se tiendra le 27 avril 2023 au BFM, là où a eu lieu la première édition de la rentrée des entreprises. Alors notez la date, notez le lieu, on va de toute façon vous envoyer une information à ce sujet. Plein succès à vous toutes et à vous tous. Vive les entreprises genevoises, vive l'économie genevoise, vive Genève!